question. Nous allons maintenant passer à la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Thank you. Merci Madame la Présidente. Hier, je m'adresse au Premier ministre parce que hier, au Premier ministre, nous lui avons donné la possibilité de revenir sur des décisions. Il est clair qu'il n'a pas écouté les étudiants ainsi que leurs familles qui sont confrontés aux répercussions des décisions sur le Raffaello. Laissez-moi vous dire ce que j'ai entendu d'un étudiant de Mohawk, ou plutôt d'une étudiante de Mohawk College. Elle m'a dit, je suis mère de 3 enfants et étudiante. Le Raffaello est pour moi la raison pour laquelle je me permets d'avoir accès aux études. Cela me permet d'avoir un revenu supplémentaire. Je peux élever mes enfants ainsi qu'un enfant qui a toujours besoin de soins. Alors, qu'est-ce que le Premier ministre a à dire à ces étudiants qui doivent mettre leur éducation en pause à cause de cette compression budgétaire? Le ministre des collèges et des universités. Merci Madame la Présidente. Le Premier ministre et moi-même ont été très clairs. Le cadre de Raffaello n'était pas viable. Le vérificateur général a déjà dit en 2018 que cela n'était pas le cas, mais les libéraux ont décidé d'aller en avant avec une augmentation de 85% du Raffaello. Nous avons besoin d'offrir des possibilités d'études pour nos étudiants d'aujourd'hui et de demain. Nous avons un programme Apprendre et Déci. Nous avons investi des centaines de millions de dollars, ce qui permet d'aider 30 000 étudiants. Nous continuerons à agir pour nos étudiants et étudiantes. La chef de l'opposition officielle. Cela fait 8 ans. Je dis bien 8 ans. Et ils trouvent toujours des excuses, toujours quelqu'un comme bouc émissaire. Mais je partage des histoires et je regarde les étudiants qui sont actuellement dans les tribunes. Ils ont l'impression que leur avenir les échappe. Voilà ce que les étudiants nous disent. Ils demandent tout simplement une chance équitable de pouvoir commencer ce qu'ils ont terminé, plutôt ce qu'ils ont commencé, ou tout simplement commencer leurs études. Alors, encore une fois, Monsieur le Premier ministre, allez écouter les étudiants, les familles de cette province et mettre fin aux compressions budgétaires du Raffaello. Le ministre des collèges et universités. La chef de l'opposition se préoccupe de son rôle de chef qui va lui échapper. Elle pense que son rôle officiel plutôt va aller de l'autre côté parce que c'est chaotique. Nous avons investi 6,5 milliards de dollars dans le secteur, l'investissement le plus élevé dans le secteur post-secondaire, que ce soit dans l'histoire de l'Ontario, mais dans l'histoire du Canada. Nous continuerons à soutenir le secteur comme nous l'avons toujours fait. Et j'aimerais émettre un rappel à la députée. Les jours rouges sous Bob Rae. Les frais de scolarité ont augmenté 3 fois plus que le taux plutôt d'inflation. Et c'était également une situation chaotique lorsque les libéraux étaient au pouvoir. Alors, on nous dit Dieu merci pour nos années de pouvoir, parce que nous avons réalisé des promesses. La chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, j'aimerais pouvoir dire que c'est surprenant, mais ce n'est pas le cas. Et laissez-moi vous dire autre chose. J'entends les étudiants me dire qu'ils pensent que la raison pour laquelle ce Premier ministre réalise ces compressions budgétaires va avoir des répercussions sur les étudiants à revenus moyens parce qu'ils n'arrivent pas à faire preuve de compassion avec leur situation. Comme beaucoup de personnes dans la province, beaucoup de personnes m'ont dit qu'il a été élevé avec une cuillère en argent dans la bouche. Il a vu la vie belle toute sa vie. Il n'a jamais dû se soucier de relevés scolaires, ou plutôt de frais de scolarité. Il a eu la chance d'avoir un poste exécutif en sortant du lycée. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a la vie aussi simple que lui en Ontario. Le ministre des collèges et des universités. Merci Madame la Présidente. Je suis fière d'être le Premier ministre des collèges et universités qui est diplômé avec un diplôme de 2e et 3e cycle. Je viens d'une famille où je n'ai pas été élevé avec une cuillère en argent dans la bouche. J'ai choisi de rester parce que je voulais devenir propriétaire d'entreprise et aller à l'université, même si je devais payer des dettes. Alors, j'ai dû choisir une université locale parce que je voulais ouvrir une entreprise locale. J'ai pris des décisions difficiles pour rester dans
dans ma province, ouvrir mon entreprise dans ma province. J'aimerais vous donner des ratios de subventions sur prêt qui sont moins élevés que dans le Manitoba et vos collègues néo-démocrates. La chef de l'opposition, parlons d'une promesse qui n'a pas été tenue. La fin de la médecine de couloir. La fin de la médecine de couloir. C'était une promesse plutôt qui a été formulée par le Premier ministre il y a 8 longues années. Cette médecine n'a cessé d'augmenter pendant 16 ans avec les libéraux au pouvoir. Mais voilà où nous sommes 8 ans plus tard et la situation est pire qu'avant. Laissez-moi vous dire quelque chose, Madame la Présidente. J'aimerais parler de quelques questions au Premier ministre parce que cela devient la norme dans cette province. À Sudbury, au centre de sciences, il y a 120 patients qui sont traités plutôt chaque jour dans les couloirs. J'ai rencontré des métallos, un homme de plus de 70 ans qui a un cancer et qui a passé plus de 9 heures aux salles d'urgence. Il a dû passer la nuit couché dans les couloirs de cet hôpital. Imaginez-vous. Est-ce que le Premier ministre pourrait nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a abandonné ses promesses de mettre fin à la médecine de couloir et a abandonné tellement de patients de cette province? La ministre de la Santé. Madame la Présidente, depuis l'arrivée du Premier ministre au pouvoir, nous avons élargi nos fonds à nos partenaires hospitaliers de plus de 50%. Est-ce que nous travaillons avec eux pour leur permettre d'utiliser à bon escient ces fonds? Tout à fait. Nous maintenons nos efforts, mais j'aimerais vous rappeler une citation que l'on m'a dite du centre de santé de Sudbury. Nous voulons remercier les fonds de base qui ont été offerts à nos systèmes du Nord. Nous remercions les organismes qui continuent d'offrir des services importants aux personnes du nord de l'Ontario. Voilà ce que disent les hôpitaux de Sudbury. La parole est à la chef de l'opposition. Laissez-moi être clair. Madame la ministre, nous avons perdu beaucoup plus d'infirmiers que nous en avons embauchés. Je ne sais pas ce que la ministre de la Santé dit. Elle peut citer tous les PDG qu'elle veut. Mais le Premier ministre n'a pas su réparer le problème de la médecine de couloir. C'est devenu en plus de cela une norme dans toute la province. Et ce Premier ministre a également décidé que la médecine de couloir ne mérite même pas d'être suivie. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par cela. Lorsque vous échouez de manière aussi misérable que votre gouvernement, vous ne voulez pas publier vos résultats d'examen. Le Premier ministre a des relevés téléphoniques et décide que maintenant, le public ne devrait pas savoir à quel point la crise de médecine de couloir est grave. Nous avons besoin de voir vos données au nom des personnes de l'Ontario. La ministre de la Santé. 100 000 infirmières qui ont été nouvellement enregistrées dans la province de l'Ontario. 30 000 étudiants dans des soins infirmiers sont en formation actuellement dans la province. Nous avons un programme Apprendre à laisser qui n'existait pas sous les anciens gouvernements. Nous avons des infirmiers qui sont aux études actuellement dans des collectivités qui ont besoin de ces soins primaires et de ces soins infirmiers et des cliniciens de renommée internationale. Regardez d'où est-ce que nous venons et j'aimerais vous dire, je n'aimerais pas repartir en arrière. Nous avons été confrontés à une situation où nous avions des médecins qui ne voulaient pas travailler dans notre province, des gouvernements qui, tout simplement, ne formaient pas des professionnels de la santé. Et maintenant, nous avons un système, un programme en place où nous voyons beaucoup plus de personnes qui ont accès à des praticiens de soins de santé. Nous faisons en sorte à ce que ces soins de santé soient offerts. Nous le voyons dans des soins de longue durée, également dans les salles d'urgence. Complémentaire final. Madame la Présidente, c'est décevant d'entendre, ou plutôt de constater que le Premier ministre ne se lève même pas pour répondre à ces questions. Laissez-moi vous dire une chose. Ce que nous voyons ici aujourd'hui, c'est une perte nette. Une perte nette. Laissez-moi vous donner des exemples, Madame la ministre. L'année dernière, 700 infirmières ont été mises à pied. On licencie beaucoup plus d'infirmiers qu'on en embauche. En Manitoba et en Saskatchewan, il garantit des postes
aux infirmières nouvellement diplômées, mais ce n'est pas le cas dans notre province. La médecine de couloir est maintenant un status quo dans notre province en Ontario et c'est devenu une norme avec ce gouvernement. Est-ce que le Premier ministre pourrait prendre parole en chambre et nous dire s'il est, il est dans l'embarras avec toutes les mesures qu'il a prises? Minister of Health. La ministre de la Santé, Madame la Présidente, dans le débat, je vois toujours que lorsqu'on devient personnel, c'est parce qu'on n'arrive pas à mener, gagner le débat. Je regarde la manière dont nous avons transformé notre système de santé, comment nous formons beaucoup plus de personnes dans des laboratoires technologiques plutôt. Nous formons plus d'infirmières, infirmières praticiennes. Nous avons un système dans lequel nous réalisons des investissements. Nous voulons que les hôpitaux puissent recevoir le soutien nécessaire. Encore une fois, nous avons augmenté de 50% le budget de base des hôpitaux. Cela veut dire qu'ils pourront se concentrer sur les soins aux patients. Tout ce dont nous leur demandons, c'est de s'assurer à ce que les fonds que nous leur versons puissent être investis dans des soins pour les patients. C'est exactement ce que nous voulons et c'est pour cela que nous agissons ainsi. Nous réalisons des investissements que nous avons augmentés à 50%. Interruption des propos par la présidente. Question, le chef du troisième parti. Merci Madame la Présidente. Après 8 années au pouvoir, ce Premier ministre est au pouvoir, mais les personnes ne reçoivent pas ce dont ils ont besoin. Ils ne demandent pas beaucoup, ils veulent juste avoir des écoles sécuritaires où travailler ou apprendre, tout simplement, mais ce n'est pas le cas. Les personnes de cette province aimeraient que leurs enfants puissent recevoir un diplôme de collège professionnel, de collège université et avoir accès à des métiers spécialisés. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, pourquoi est-ce que la vie est déjà dure, mais pourquoi est-ce que vous rendez la vie beaucoup plus dure pour les familles ontariennes? Le ministre des Finances. Merci Madame la Présidente. Vous avez parlé d'essence. Mais qui a réalisé des compressions ou plutôt une diminution de l'essence? Est-ce que c'est ces personnes? Non. Est-ce que nous avons proposé ces mesures? Est-ce que nous les avons adoptées? Au nom de tous les Ontariens, nous avons une taxe sur l'essence qui a été diminuée. Nous avons travaillé depuis le premier jour en juillet 2022 pour pouvoir diminuer la taxe sur l'essence. Notre gouvernement a une vision de remettre plutôt plus d'argent dans les poches de nos contribuables. Nous avons même remis 20 millions de dollars dans leur poche. Que je m'en sois témoin. Si les libéraux auraient eu ces fonds, nous savons exactement comment ils l'auraient dépensé, à savoir garder dans leur poche plutôt que de les remettre dans les poches de nos contribuables et de les reverser aux entreprises. Nous avons rendu la vie beaucoup plus abordable pour les entreprises et les personnes de l'Ontario en remettant plus d'argent dans leur poche. Le chef du troisième parti, vous parlez de milliards et de milliards de dollars, mais concentrez-vous sur vous. Le Premier ministre se concentre de choses comme des centres de convention, des spas de luxe, des aéroports. J'aimerais savoir qu'est-ce qui va arriver ensuite. Est-ce qu'il y aura une foire pour offrir des cadeaux aux enfants? Ce n'est pas ce que recherchent les Ontariens et Ontariennes. Si vous êtes à Kingston, à Thunder Bay, à Saint-Marie, à Kingston, vous ne vous souciez pas de l'aéroport Billy Bishop, vous voulez un emploi. Regardez les antécédents du Premier ministre. Il y a 1000 emplois manufacturiers de moins qu'en 2018. Alors ma question au Premier ministre, Madame la Présidente, est la suivante. La vie est déjà assez dure. Pourquoi est-ce que le Premier ministre plutôt rend la vie encore plus difficile pour les Ontariens, Ontariennes et leurs familles? Le ministre des Finances. Madame la Présidente, l'honorable collègue a parlé de dette, de déficit, mais laissez-moi émettre un rappel. Nous avons le déficit le plus faible en 15 ans. Sous leur leadership, ils ont fait qu'augmenter les taxes, ils n'ont rien construit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas su agir correctement. Nous utilisons les dettes pour construire des infrastructures. Nous avons investi plus de 2 milliards de dollars dans la construction d'infrastructures, notamment des hôpitaux, des voies publiques.
des écoles, des foyers de soins de longue durée, des transports en commun, que ce soit pour les générations d'aujourd'hui, mais également pour celles de demain. Nous offrons des emplois aux personnes d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Le chef du troisième parti. Vous avez des milliards de dollars de dettes, des centaines de milliards de dollars. Après 8 longues années, ce Premier ministre et ce gouvernement n'ont plus d'essence, ils n'ont plus d'idées, ils sont fatigués et ils ne sont pas à portée de main. 2 millions de personnes n'ont pas accès à un médecin de famille, ils ne veulent pas un spa de luxe, ils veulent un médecin. Et nous avons des taux records de fermeture de salles d'urgence. Nous avons entendu dernièrement, nous n'en pouvons plus, nous sommes à bout. On ne peut pas survivre avec ce genre de fonds. Le Premier ministre est omnibulé par ces fantasmes. J'ai encore une fois une question que j'aimerais poser. La vie est déjà assez dure. Pourquoi est-ce que vous rendez la tâche beaucoup plus difficile pour les Ontariens et Ontariennes? Le ministre des Finances. Madame la Présidente, 91 milliards de dollars. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous étions à moins de 160 millions de dollars. Nous avons investi 91 milliards de dollars pour nous assurer à pouvoir investir dans des fonds, dans les soins actifs, dans des soins offerts dans des institutions de santé mentale. Ce que on nous a dit plutôt, c'est que nous permettons aux Ontariens et Ontariennes d'avoir accès à des médecins de famille et nous menons la file dans ces données partout au Canada. Mais ce n'est pas suffisant. Nous allons faire en sorte à ce que chaque Ontarien puisse avoir accès à un médecin de famille. C'est pour cela que la ministre de la Santé travaille avec les partenaires nécessaires pour nous assurer à ce que chaque personne de cette province puisse avoir accès à un médecin de famille. Voilà ce que notre gouvernement réalise. Le chef du troisième parti. Ma question s'adresse au Premier ministre. Encore une fois, après 8 longues années, ce Premier ministre, ainsi que son gouvernement conservateur progressiste, n'arrive pas à voir la réalité. Il n'arrive même pas à voir que nous avons une crise de l'abordabilité. Si vous avez besoin de confirmation, regardez tout simplement ce que le Premier ministre et son parti de jeunes et leur famille ont fait lorsqu'ils ont dilapidé, ou plutôt ils ont fait la catastrophe avec le Rafeo. Écoutez ce qu'on nous dit. Je suis dans une famille monoparentale, j'ai des enfants. J'aimerais que mes enfants ne se retrouvent pas dans une situation difficile comme moi. Après quelques années, mon enfant ne pourra pas aller au secondaire. Alors, pourquoi est-ce que le Premier ministre et son parti rendent la vie beaucoup plus difficile pour les jeunes de l'Ontario et pour leurs familles? Est-ce qu'ils vont réparer les dégâts du Rafeo illico presto? Le ministre des collèges et des universités, il faut arrêter d'essayer de régner en instaurant la peur. Nous avons des meilleurs antécédents que les libéraux qui ont passé 15 ans au pouvoir. Le vérificateur général en 2017 a réalisé qu'il y avait une situation désespérée. La vérificatrice générale était claire, les mesures n'étaient pas viables. Des changements ont été instaurés et nous avons pu réaliser des économies de milliards de dollars. Le Rafeo n'était pas viable pour les étudiants d'aujourd'hui, mais également pour ceux de demain. Réponse. Je comprends leurs commentaires parce qu'on a un Premier ministre qui ne valorise pas l'éducation. Jamais. Et c'était une superbe annonce. Pourquoi est-ce que le Premier ministre était caché? On ne le voyait partout, on ne le voyait nulle part. Le Premier ministre ne comprend pas que la chose la plus valorisée, c'est formation, compétences et être en bonne santé. Si c'était le cas, vous ne vous attaqueriez pas à l'espoir à l'avenir. Demandez à Sayed. J'attends pour commencer au collège en septembre. Je viens d'une famille à faible revenu. J'ai essayé de chercher un emploi. C'est difficile en ce moment, n'est-ce pas, Monsieur le Premier ministre? Le Rafeo est mon seul espoir pour avoir accès à l'éducation et pouvoir réaliser mon rêve. Les subventions font une véritable différence pour des étudiants comme moi. Alors ma question, pourquoi est-ce que le Premier ministre et son parti rendent la vie bien plus difficile pour les jeunes
et leurs familles. Ministre des collèges et universités, merci. Je vais rappeler aux députés nos investissements de 6,4 milliards de dollars dans le secteur de l'éducation, en plus de 70 000 nouveaux sièges, en plus des 20 000 nouveaux sièges, ou places plutôt, financés. Intervention de la présidente. Donc, une augmentation de 30%. Il y a plus de places en ligne pour nos jeunes, pour qu'il y ait une place pour eux au collège, université, de même que pour les étudiants autochtones. Question supplémentaire? Je ne suis pas sûre. C'est 6,2 milliards de dollars en 2025. Ce que ça donnerait en dollars de 2026. Mais je pense que vous parlez de choses historiques. Mais je ne parle pas de choses historiques. Il s'agit de parler de la réalité connue par les familles. Les premiers ministres n'arrêtent pas de s'endetter. Le ministre des Finances est en train d'endetter les familles à chaque jour. Et comment s'en sortir? C'est s'assurer d'avoir des gens qui peuvent être compétitifs dans une nouvelle économie mondiale. Et ça ne vient pas de moi. Écoutez, voilà le message de Abigail. Le marché de l'emploi fait peur. L'école, la nourriture sont vraiment très chères. Elles deviennent de plus en plus chères. Et ces coupures font que je me demande comment est-ce que je peux financer mon avenir. Quelque chose dont j'ai toujours été passionnée. Donc, question au Premier ministre. Juste une réponse de votre part. Pourquoi est-ce que vous rendez la vie si difficile pour les jeunes et leurs familles en Ontario? Ministre des collèges et universités. Eh bien, si le leader Ontario veut parler de l'histoire, eh bien, il y a eu l'augmentation historique des frais de scolarité, 83% d'augmentation lorsque les libéraux étaient au pouvoir, c'est-à-dire 3 fois plus que l'inflation. Vous êtes fiers de ça? Ah ben, il est en train de m'ignorer. Mais c'est pas grave, Madame la Présidente, on continuera d'être là. Et j'espère que ce député dit bien aux étudiants que nos universités ont 1,8 milliard de dollars chaque année. Mais je sais qu'il ne le fait pas parce que lui, il aime que les gens vivent dans la peur. L'argent sera toujours là pour le RAFEO. Si les étudiants ont reçu RAFEO l'an dernier, ils vont le recevoir cet automne. Alors, s'il vous plaît, veuillez clarifier auprès des étudiants que l'appui financier continuera d'être disponible pour eux. Question. Merci. La Coupe du monde de FIFA en vient. Et il doit être illégal de revendre des billets à une valeur dont la valeur est supérieure à la valeur nominale. Les libéraux l'ont fait alors que les conservateurs, le gouvernement, avait pris la défense de ceux qui voulaient s'enrichir. Mais dernièrement, le gouvernement a fait volte-face et maintenant est d'accord avec le NPD. Eh bien, vous êtes chanceux. On a déjà présenté un projet de loi pour que ça se concrétise. Alors, comme ça, on est tous d'accord. Est-ce que ce gouvernement va adopter une loi aujourd'hui pour que ce soit illégal de revendre des billets dont la valeur est supérieure à la valeur nominale? Député approvisionnement et livraison des services. Eh bien, c'est bien que le NPD a changé parce que durant les 8 dernières années, ils ont voté contre chaque mesure d'abordabilité que nous avons proposée en cette Chambre. Il y avait coupure, taxes sur le carburant, billets de transport à tarif unique. Ce Premier ministre veut que les gens puissent assister à des événements culturels et sportifs. Et c'est pourquoi on va déposer un projet de loi cette semaine qui va donner la priorité aux fans pour qu'ils puissent acheter des billets à la valeur nominale. Nous, on aura une transparence améliorée, valeur nominale pour les consommateurs. On continuera de se battre pour les gens. Question. Merci. Le Premier ministre a eu 8 ans pour donner la priorité aux fans. Taylor Swift, il y avait les billets ont été achetés par des revendeurs, de même que pour le dernier match des Blue Jays. La Coupe mondiale vient
la Coupe du Monde plutôt vient à Toronto. Il est déjà tard pour les fans de la FIFA pour acheter des billets à valeur nominale. Durant les 2 dernières années, le NPD a présenté 2 motions pour demander au Premier ministre d'interdire la revente de billets dont la valeur est supérieure à la valeur nominale. Et il n'a rien fait. Alors, pourquoi est-ce que les gens devraient le croire maintenant? À l'ordre. Je vais demander aux députés d'être à l'ordre. Les discussions apartées doivent cesser. Ministre approvisionnement et livraison de services. Les Ontariens méritent un système de billetterie qui travaille pour les fans et non pas pour les revendeurs. Interruption de la présidente. C'est pourquoi on agit. On interdit les robots de billets. Des prix qui contiennent tout, pas de frais cachés, en dollars canadiens. Si un billet est invalide, eh bien, le consommateur va être remboursé. Et il est illégal de lister des billets à vendre dont on ne dispose pas. Nous, on est là pour aider les consommateurs d'Ontario, les Ontariennes, pour qu'ils puissent aller voir les spectacles, les concerts qu'ils veulent, ou qu'il s'agisse de Taylor Swift, Maple Leafs ou Coupe du Monde. Les Ontariens pourront y assister. Député de Don Valley East. Merci, Madame la Présidente. Un peu plus tôt ce mois, le Premier ministre a proposé des changements à la loi sur l'accès à l'information qui tient ce gouvernement responsable. C'était clairement le moyen le plus évident de se cacher de la transparence. Et tout ce que ce gouvernement peut faire, c'est se cacher de leurs promesses non tenues. Protéger les Ontariens des pertes d'emploi, il a aggravé les choses. Protéger l'Ontario des criminels, eh bien, il y a des patients qui ont vu leurs données volées et maintenant, le Premier ministre va manquer la date butoir du 1er avril imposée par le gouvernement fédéral pour interdire les frais illégaux. Est-ce que le Premier ministre va rembourser chaque facture reçue par les patients par leur infirmier praticien après le 1er avril ou est-ce que le Premier ministre va continuer à entraver la loi? Réponse. Merci. Vous ne pouvez pas dire ça. Oui, je retire mes propos. Donc, clairement, quand on ne peut pas gagner un argument, on utilise des méthodes des bassesses. Donc, le Premier ministre est pour les infirmiers praticiens. Nous sommes l'une des premières juridictions et nous sommes là pour nous assurer que les infirmiers praticiens sont formés en Ontario, mais sont bien intégrés dans les soins primaires avec les infirmiers, médecins, diététiciens et experts en santé mentale. On est en train de former davantage d'infirmiers praticiens parce qu'on voit leur valeur, leur travail est tellement important pour les soins de longue durée dans les hôpitaux. Et donc, on continuera à investir dans ces directions parce qu'on sait que les infirmiers praticiens formés en Ontario qui travaillent en Ontario mènent un travail exceptionnel. Réponse. Madame la Présidente, bien sûr, le Premier ministre n'a pas répondu à la question plus tôt. Le Premier ministre est toujours là pour blâmer quelqu'un pour quelque chose. Et il écrit une lettre. Mais combien de lettres a-t-il lues durant les 8 dernières années? A-t-il lu la lettre du gouvernement fédéral qu'il a reçue il y a 1 an, dans laquelle les fédéraux lui ont dit que les services médicaux doivent être financés et arrêter les facturations pour les services privés. La date butoir, 1er avril 2026, c'est-à-dire la semaine prochaine. Il y a 18 mois, j'ai demandé ce qu'il y a législation pour que les infirmiers praticiens fassent bien partie du secteur de santé. Et chaque député conservateur a dit non. Ils ont voté pour que la vie des gens soit plus chère, pour que les gens n'aient pas accès aux soins primaires. Est-ce que le Premier ministre va se plier à la loi sur la santé et va-t-il rembourser
toutes les factures de soins médicaux nécessaires fournies par les infirmiers praticiens. Un investissement de 3,4 milliards de dollars dans nos équipes de soins primaires signifie que les infirmiers praticiens, médecins, infirmiers autorisés, diététiciens, travailleurs de la santé mentale travaillent de concert. Le député de l'opposition dit qu'il veut ces individus travaillent en silo quand on sait que ce que veulent les patients et les praticiens, c'est de pouvoir travailler tous ensemble dans une équipe interprofessionnelle. Un investissement de 3,4 milliards de dollars signifie que c'est ce qu'on est en train de faire. On a eu multiples expansions à Sudbury, Ottawa. Je peux nommer chaque communauté de l'Ontario qui a un centre de santé élargi. Il y a des équipes de médecine de famille, par exemple. Ces individus travaillent ensemble avec leurs partenaires cliniques pour servir les patients de l'Ontario. Question? Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Les gens de ma circonscription de Newmarket-Aurora demandent comment le gouvernement peut maintenir une économie forte, créer des emplois bien rémunérés et appuyer les services publics. Mais avec les tarifs douaniers et l'incertitude commerciale qui affecte la vie des gens ici chez nous, il est clair que ce gouvernement doit continuer à faire davantage pour protéger les entreprises et familles ontariennes. Le ministre a présenté plusieurs fois que notre gouvernement a un plan d'investir, de bâtir, de faire croître et de prospérer. Par votre entremise, Madame la Présidente, est-ce que le ministre peut dire en cette Chambre quelles mesures notre gouvernement prend pour protéger l'Ontario maintenant et à l'avenir? Ministre des Finances. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Cette question est bien plus difficile que celle qu'on m'a posée auparavant. Merci. Et je remercie la députée pour sa question. Les pressions commerciales, bouleversements et perturbations de la chaîne d'approvisionnement, changement des marchés, ce qui fait que notre économie fluctue grandement partout. Mais notre gouvernement a su tenir tête et à relever les défis. 12 milliards de dollars dans les poches des familles ontariennes. On a créé 1 million d'emplois et on a libéré le commerce interprovincial. On a fait tout cela et ce, sans sacrifier les investissements historiques dans les services publics, dont santé, éducation, services sociaux. Et en parallèle, on a pu réduire les impôts. Notre plan fonctionne et on continuera d'agir ainsi selon notre mandat, à savoir protéger l'Ontario. Question. Merci, Madame la Présidente, et merci au ministre pour sa réponse. Au moment où les travailleurs, les entreprises, les familles font face à de grandes incertitudes économiques, les gens de ma communauté se sentent soulagés de voir notre gouvernement agir, les appuyer et protéger leurs moyens de subsistance. Cependant, Madame la Présidente, il est important de bien maintenir notre voix et de ne pas baisser notre garde. Il faut continuer à bâtir les infrastructures essentielles, redonner de l'argent aux gens et appuyer les publics services tout en gardant les impôts et les taxes à un moindre niveau. Par votre entremise, Madame la Présidente, est-ce que le ministre peut dire à cette Chambre comment notre gouvernement va continuer à protéger l'économie de l'Ontario et assurer une prospérité sur le long terme pour les résidents de Newmarket-Aurora et la province de l'Ontario? Ministre des Finances. Merci de nouveau à la députée de Newmarket-Aurora pour cette bonne question. On le voit dans d'autres juridictions, d'autres provinces, on augmente les impôts et taxes et on coupe les services publics. Mais ici, en Ontario, on a choisi un autre chemin, c'est-à-dire continuer à agir selon notre plan économique pour la croissance et la postérité. On a stimulé la compétitivité, diminué les coûts pour appuyer les familles. On a effectué des investissements historiques pour renforcer nos services. Madame la Présidente, ce jeudi 26 mars,
je vais publier notre budget 2026. Et avec cela, je vais révéler les prochaines étapes selon le plan de notre gouvernement pour amener la croissance et la prospérité aujourd'hui et demain. Député de University Rosedale, merci. Ma question pour le Premier ministre. Jeudi, on verra le budget du gouvernement pour savoir s'il va résoudre les problèmes, à savoir dans la santé, éducation, logement, abordabilité. Après 8 ans à la barre de ce gouvernement, il y a beaucoup de problèmes. Pénurie de médecins. On a besoin davantage d'enseignants, de salles de classe. Le coût des loyers et des épiceries ne cesse d'augmenter. Alors, voici ma question. Est-ce que le budget va continuer avec les coupures et les faveurs pour les amis du gouvernement, ou est-ce que vous allez effectivement chercher à résoudre les problèmes que vous avez créés en premier lieu? Ministre des Finances. Madame la Présidente, alors, je vais essayer de comprendre la question de la députée d'en face. Doit-on continuer à effectuer des investissements historiques en éducation et santé? S'assurer que les élèves et étudiants dans nos écoles puissent bien apprendre? 750 $ d'aide pour les enseignants. Doit-on continuer à améliorer la vie des gens les plus vulnérables en investissant dans les services sociaux? Est-ce qu'on doit continuer à investir dans l'économie afin que les gens puissent avoir un emploi bien rémunéré en Ontario, comme investir 210 milliards de dollars dans les infrastructures? Est-ce que la réponse est oui ou non? La réponse est oui. Et qu'est-ce qu'on dit? Et qu'est-ce que disent les gens en face? Ils disent non. Alors, restez à l'affût, Madame la Présidente, plus que 2 jours et on va pouvoir évaluer le plan qu'on a pour l'Ontario. Député de University Rosedale. Merci. Ils étaient vraiment... les oui n'étaient pas très enthousiastes, si je peux me permettre. Question pour le Premier ministre. Je vais vous dire qui est inquiet par les budgets, les jeunes, notamment les jeunes qui seront dehors à l'extérieur de Queen's Park aujourd'hui. Parce que ce gouvernement ne fonctionne pas pour les jeunes. Les jeunes font face à des loyers élevés, des frais de scolarité qui augmentent, les coûts d'épicerie qui augmentent et le chômage qui augmente. Les étudiants ne veulent pas davantage de dettes étudiantes, ils veulent un avenir ici avec un bon emploi. Ma question est simple. Quand il s'agit d'aider les jeunes à réussir, est-ce que vous pensez que votre budget va vraiment répondre à leurs inquiétudes? Ministre des Finances. Eh bien, j'espère que mon budget va correspondre à leurs attentes. Je pense que c'est plutôt bon. Bon, le chômage des jeunes. Nous, on s'assure que tout le monde ait l'occasion dans ce beau pays, tout comme mes parents qui sont venus ici sans emploi, sans argent en poche. Et qu'est-ce que l'Ontario et le Canada a donné à mes parents? Une occasion. Pensons au ministre de l'Éducation, qui s'assure que nos enseignants reçoivent l'appui dont ils ont besoin, qu'il s'agisse des métiers spécialisés, santé, éducation. Il faut s'assurer que les gens aient les bonnes occasions. L'éducation postsecondaire, notre ministre des collèges et universités a investi 6,4 milliards de dollars additionnels pour que les élèves aient l'occasion de poursuivre leurs rêves. Et lorsque vous avez 1 million d'emplois créés, et vous savez quoi, le ministre du Travail prend le dessus avec le Fonds de développement des compétences et autres programmes pour que les gens puissent continuer à avoir des emplois bien rémunérés. Et vous savez, chaque ministre, chaque membre du gouvernement investit dans le nucléaire, minéraux critiques, infrastructures. Madame la Présidente, on a un plan et ce plan fonctionne très bien. Député de Nepean. Merci, Madame la Présidente. Ma question est pour le Premier ministre. La semaine dernière, il y a eu une manifestation Rafeo. J'ai rencontré cet étudiant, Noah, qui est l'aîné de quatre frères et sœurs, et il aide sa grand-mère malade à la maison. Noah rêve d'être avocat, mais à cause des changements horribles du Rafeo, Noah a peur qu'il sera énormément endetté. Ce gouvernement est complètement déconnecté de la réalité. Ce gouvernement est en train de dire qu'il n'y a pas d'argent pour les jeunes, que ce n'est pas viable. Mais bizarrement, on a de l'argent pour un nouveau centre de congrès à Toronto ou bien le projet fantaisiste du tunnel sur la 401. Après 8 longues années, pourquoi est-ce que ce gouvernement continue de rendre la vie difficile et inabordable pour les jeunes personnes telles que Noah? Ministre des collèges et universités.
Je ne sais pas de quoi ce député parle, mais 6,4 milliards de dollars, c'est quand même assez significatif. 6,4 milliards de dollars pour les programmes à haute priorité dont notre province a désespérément besoin. 1,7 milliard de dollars pour 70 000 nouvelles places. C'est en plus des 50 millions de dollars pour d'autres programmes et plus de 200 millions de dollars pour les établissements plus petits et dans le nord et zones rurales. Le parti de l'opposé dit qu'il y a un no man's land, mais nous, on a investi dans le nord, ainsi que pour les établissements autochtones. 7 milliards de dollars, près de 7 milliards de dollars vont aller dans les fonds d'exploitation de l'éducation. C'est une augmentation drastique par rapport à l'année dernière. Rappel au leader du troisième parti d'être à l'ordre. Question. Merci, Madame la Présidente. Ce ministre doit mettre à jour ses références. Il nous accuse de choses qui ont été dites dans les années 90. Alors, pourquoi suis-je ici aujourd'hui? Eh bien, c'est précisément à cause des actions de ce gouvernement vis-à-vis du RAFEO en 2019. Quand j'étais en études d'infirmerie, je faisais partie de ces jeunes qui étaient perdus avec le RAFEO à cause des multiples coupures que vous avez amenées au RAFEO. Là, vous parlez de nouvelles places dans les écoles, mais vous ignorez le fait que les études sont devenues inabordables. Vous pensez que les étudiants qui sont dehors pour vous remercier? Non, ils sont là pour manifester contre l'inabordabilité que vous êtes en train de créer. Alors, question. Est-ce que ce gouvernement qui est déconnecté de la réalité va annuler les changements apportés au RAFEO et revenir en arrière? Ministre des collèges et universités, rappelle aux députés, le seul député qui est resté depuis 2017, c'est le leader intérim. Ils ont ignoré la vérificatrice générale. C'est ce que vous l'avez fait. Parce que la vérificatrice générale avait compris que votre plan n'était pas viable. Eux, ils ont brisé le RAFEO. Nous, on va ramener la stabilité au RAFEO. Ils le savent. C'est pourquoi ils n'écoutent même pas ma réponse. Parce qu'ils savent que la raison pour laquelle l'inabordabilité est grise, c'est parce que l'augmentation de 83% des frais de scolarité a eu lieu lorsque les libéraux étaient au gouvernement. Les libéraux aiment bien parler des taxes et le RAFEO est une taxe pour les libéraux. À l'ordre. Député de Guelph. Madame la Présidente, question pour le Premier ministre. Le Premier ministre dit dépenser des milliards de dollars pour un tunnel, une île, un aéroport. Les gens me disent qu'ils en ont assez. Assez de travailler si fort pour joindre les deux bouts pendant que les nantis et les gens bien qui ont des connexions s'enrichissent. Et maintenant, le Premier ministre est en train d'amasser encore plus de dettes sur les épaules des élèves et étudiants et leurs familles via RAFEO. C'est pourquoi des milliers d'entre eux sont en train de protester en face de Queen's Park. Ces coupures de RAFEO vont mettre à mal les familles à faible revenu ou moyen revenu. Ce sont des coupures telles que celle-ci qui font que les nantis s'enrichissent. Madame la Présidente, est-ce qu'un aéroport sur une île est plus important que l'avenir des étudiants? Est-ce que le Premier ministre va revenir en arrière vis-à-vis de ces coupures du RAFEO? Premier ministre, par votre entremise, Madame la Présidente, c'est pourquoi ce député ne devrait jamais être élu. Je vais vous dire pourquoi. L'aéroport sur l'île va apporter 20 000 emplois de construction, 10 000 emplois dans le secteur du tourisme. Mais l'opposition n'en veut pas. Ils préfèrent avoir une île. Ils veulent fermer l'aéroport, qui est un joyau. Mais parlons du centre des congrès. Oui, et ils sont d'accord pour qu'on soit les derniers en Amérique du Nord et dans chaque catégorie qui existe. On va créer un centre de congrès de renommée mondiale. On ne va pas juste être... on ne va pas être classé comme une petite ville. On va avoir un centre de congrès de 2 millions de pieds carrés. Parlons de la 401 qui va vers votre circonscription. Et la congestion coûte 57 milliards de dollars de croissance économique perdue. Micro coupé. Député de Guelph. Madame la Présidente, cette réponse montre
que le Premier ministre est complètement déconnecté de la réalité par rapport aux gens de la province. Je vais rappeler au Premier ministre que la province de l'Ontario est plus grande que la ville de Toronto. Les familles partout dans cette province, notamment dans les communautés rurales, ont du mal à joindre les deux bouts, à payer leur logement, leur épicerie. Et le Premier ministre dépense des milliards de dollars à Toronto. Pendant ce temps-là, les étudiants ont du mal à payer leur loyer. L'épicerie, les frais de scolarité, tous ces coûts ne cessent d'augmenter à cause des politiques de ce gouvernement. Je demande au Premier ministre aujourd'hui de revenir sur terre et de comprendre la crise qui est en train de se passer. De lui demander de reculer sur les coupures amenées à Rafeo parce que les jeunes méritent un avenir abordable. Premier ministre. Merci au leader du Parti vert. Je pense que c'est quand même un comble que chez lui, à Guelph, London est en train d'investir $1 milliard. Pourquoi? Parce qu'il veut créer un environnement avec les conditions. On a les gens les plus intelligents et avec des diplômes, 200 diplômés en sciences. Et félicitations parce que grâce à nous, Guelph a l'un des taux de chômage les plus bas dans toute la province. Non pas grâce à vous, mais parce qu'on a créé l'environnement propice. Et beaucoup de gens viennent dans sa circonscription pour investir. Parce que nous, on a fait en sorte que les gens n'aient pas à payer $12 milliards, ni les entreprises. Autre point. Parce que, Madame la Présidente, parce qu'on dirait que vous allez vous lever. Si quelqu'un parlait de crime, eh bien, parlons de crime. Votre cousin fédéral, micro coupé. Député de Whitby. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie et des Mines. Nous livrer des résultats concernant l'énergie propre. Avec les rénovations à l'usine de Darlington, le gouvernement montre qu'on peut livrer l'un des projets nucléaires les plus larges à temps et avec le budget requis, notamment au moment où les familles et les entreprises ont besoin de certitude, abordabilité. Ce genre de performance est importante. Ce gouvernement est en train de montrer la voie comment les projets énergétiques devraient être livrés. Est-ce que le ministre peut expliquer en quoi ce jalon est significatif pour l'énergie de l'Ontario et notre économie? Ministre des Énergies et des Mines, je remercie le député de Whitby pour son appui, tout comme le ministre de l'Éducation pour le secteur nucléaire. J'aimerais annoncer en cette législature aujourd'hui que, après une rénovation à grande échelle, OPG est revenu, la station nucléaire de Darlington est là, et avec une économie de budget de $150 millions. Ça, c'est une grande victoire pour l'Ontario et pour l'avenir de l'énergie propre du Canada. La souveraineté énergétique commence ici chez nous. 93% pour la rénovation a été investi dans ce pays et les libéraux auraient fermé l'installation nucléaire de Pickering. Donc, c'est une approche différente vis-à-vis des solutions fabriquées au Canada. Nous, on appuie les travailleurs et énergie abordable pour les prochaines années. Merci, ministre, pour cette mise à jour importante. Les familles et les entreprises de Whitby sont encouragées par l'action du gouvernement et pour délivrer des projets d'infrastructure majeurs qui soutiennent une énergie fiable et abordable dans la communauté. L'Ontario réussit et la réussite de Darlington attire l'attention du monde entier et des pays qui
abandonner le nucléaire change de cap avec l'augmentation de la demande, l'augmentation des prix et des soucis concernant la sécurité énergétique. Et en même temps, ici en Ontario, la demande va augmenter de manière importante dans les années à venir. Est-ce que le ministre voudra expliquer comment l'Ontario a bâti sur ce succès pour être leader dans le monde, tout en répondant à la demande croissante chez nous? Député de Mississauga Lakeshore, après des années de passer à ignorer la sécurité énergétique et la fiabilité, le monde change de cours. Nous continuons d'être leader mondial dans la technologie nucléaire. C'est vrai avec le premier réacteur, projet de petits réacteurs modulables, une première dans le monde qui va rajouter des millions de dollars dans notre économie. Nous avons investi dans les infrastructures nécessaires pour faire de l'énergie une superpuissance de l'énergie. Je reviens le député de London Hampshire. Présidente, les étudiants au Collège Fanshawe se trouvent face à la réalité d'un marché du travail où il n'y aura pas d'emploi pour eux après avoir reçu le diplôme. Que fait le gouvernement pour aider les étudiants? Ils limitent la période de grâce de 6 mois et ils réduisent les subventions Raffaello pour que les étudiants soient encore plus endettés. Comment est-ce que c'est protéger les étudiants? Bon courage pour trouver un emploi. Comment est-ce que le Premier ministre peut justifier de rendre la vie plus difficile pour les étudiants? Ministre des collèges et des universités, j'aimerais préciser qu'il y a toujours une période de grâce de 6 mois après le diplôme. Ce ne sont pas vos prêts bancaires standard. Raffaello, c'est le taux de référence plus 1%. Le secteur a changé beaucoup. Enfin, il y a eu des modifications importantes par le gouvernement fédéral. Le vérificateur général dit que nous avons fait trop confiance avec le chaos, avec les étudiants étrangers. Lisez le rapport du vérificateur général. C'était vraiment le chaos qu'ils ont créé. C'est pourquoi nous avons investi beaucoup en montant historique, jusqu'à 6,4 millions de dollars pour le secteur pour garantir la stabilité. Le gouvernement fédéral a créé la stabilité. Nous créons la stabilité pour le secteur. Pour les étudiants de Fanshawe auront un emploi, une carrière après avoir eu leur diplôme. Député de London South, présidente, lorsque le gouvernement a annoncé les réductions de Raffaello jusqu'à 60% en février, des centaines d'élèves d'écoles secondaires sont manifestés contre les réductions. Ils avaient déjà des plans pour demander de participer à des programmes d'université et de collège et payer les frais de demande basés sur le passé. Avec les réductions imprudentes, ils repensent les offres d'une place dans un collège ou une université. Ils ne peuvent pas prendre le risque de milliers de dollars de plus de dettes dans un marché de travail incertain. Pourquoi est-ce que vous choisissez de réduire Raffaello et bloquer les possibilités des étudiants, des élèves en 12e année de l'école secondaire? Ministre des collèges et des universités, l'opposition doit commencer de créer la peur, de promouvoir la peur. La seule chose que j'ai coupée, c'est je me suis fait couper les cheveux pour revenir dans la Chambre. Le Raffaello va continuer là pour les étudiants. Nous garantissons la durabilité pour le secteur. Les libéraux ont décimé Raffaello. Ils n'ont pas écouté le vérificateur général parce que le vérificateur a dit que ces ratios de bourse après, c'est pas quelque chose qui peut durer. Je rappelle le député en face que le MPD en Colombie-Britannique et au Manitoba sont tout à fait alignés avec notre rapport entre bourse et prêt, tout comme le gouvernement fédéral. S'il vous plaît, il faut que les étudiants sachent qu'il y a beaucoup plus de soutien disponible, pas seulement le gouvernement. Comme je l'ai dit, les universités octroient 1,8 milliard de bourses et de prêts en plus de Raffaello. Et c'est la raison, ils posent des questions concernant Raffaello, mais personne n'écoute les réponses. C'est ça le problème. Ils donnent la moitié de l'information aux étudiants et les envoient sur le mauvais chemin. Je reviens le député de Connecticut. Merci, Président. Le gouvernement se
fiers de ces efforts pour que l'Ontario devienne plus grand encore, mais veut empêcher aux étudiants de suivre des études supérieures. Le Premier ministre met la priorité sur des spas de luxe, des clubs de strippers, plutôt que l'éducation. Les étudiants ont besoin d'étudier pour apprendre les compétences, les métiers spécialisés qui vont aider les Ontariens. Et le RFIO, c'est une aide importante pour beaucoup de personnes. Les modifications proposées à RFIO, ça transfère la dette vers les élèves, les étudiants. Ça va être dévastateur pour les étudiants. Pourquoi est-ce que le Premier ministre rend plus difficile l'effort de bâtir un avenir meilleur pour les étudiants? Ministre des collèges, je rappelle aux députés, avant d'assumer le pouvoir, en 2018, les frais d'inscription ont augmenté 12% avec le gouvernement libéral. Nous nous occupons de l'abordabilité pour les étudiants. Nous avons coupé les frais d'inscription. Ça va permettre d'économiser l'argent pour les étudiants en collège et en université, et ça va se faire sentir avec la prochaine génération d'étudiants. Pendant cette période, nous avons les frais d'inscription ont augmenté de 24% à travers le Canada. Nous avons gelé les frais d'inscription. Nous avons augmenté de 2% seulement, une augmentation modeste. 12% pour les collèges, 47% pour les universités. Présidente, les étudiants doivent assumer beaucoup plus de dettes avec ces nouvelles règles pour RFIO. Avec la partie bourse qui cède à la part des prêts. Alors, beaucoup d'étudiants à bas revenus, les bourses faisaient la différence entre études universitaires ou postsecondaires ou pas du tout. Alors, pendant longtemps, les données d'organisations comme l'OCDE et puis la Banque mondiale, c'est prouvé que les sociétés qui ont des niveaux plus élevés d'éducation sont plus riches, plus en meilleure santé, plus riches et plus stables. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne souhaite pas cela pour l'Ontario? Pourquoi est-ce qu'il insiste sur rendre la vie plus difficile pour les étudiants et leurs familles? Ministre des collèges et des universités, merci Madame la Présidente. C'est ironique lorsqu'avec le gouvernement libéral, il y avait les frais d'inscription les plus élevés du Canada à cause de leurs actions. 83% d'augmentation, 3 fois le taux de l'inflation. Ils ne se préoccupent pas de l'abordabilité. Non, non. Si ça vous inquiétait, vous défendriez les étudiants. Si vous devriez expliquer aux étudiants que 25%, c'est beaucoup plus généreux que pendant les 15 années des libéraux qui avaient seulement 15% de proportion à bourse. Le leader, il écoute, enfin. Nous économisons de l'argent pour les étudiants. Nous nous préoccupons de l'abordabilité. L'histoire parlante. Si les libéraux étaient au pouvoir, les frais d'inscription, ce serait plus de 14 000 $ par année parce que vous avez triplé les frais d'inscription, 3 fois plus que l'inflation. Député d'Essex. Merci, Madame la Présidente. Ma question pour le ministre de la Prévention des urgences et pour la réponse aux urgences. Nous savons que lorsque les communautés à travers l'Ontario se trouvent face à des urgences, par exemple les inondations, le météo extrême ou autres événements inattendus, être bien préparé au niveau local, ça peut faire toute la différence pour protéger les gens et les biens. Les municipalités, les organisations de bénévoles, les partenaires Premières Nations nous ont dit que avec la bonne formation, les bons équipements et avec les capacités locales adéquates, c'est essentiel pour répondre rapidement et de manière efficace à toute crise. Madame la Présidente, est-ce que le ministre voudra bien nous expliquer comment notre gouvernement renforce la préparation de nos communautés locales et nos organisations locales pour mieux se préparer pour tout type d'urgence? Le ministre de la Préparation des urgences et pour la réponse aux urgences. Merci aux députés. Madame la Présidente,
un Ontario sécuritaire et prêt. C'est grâce à des communautés qui sont préparées pour répondre en temps de crise. Cette semaine, j'ai annoncé 5 millions de dollars pour la troisième année de suite dans la bourse de préparation communautaire pour les urgences, pour aider les communautés à se préparer pour les urgences. Ça donne aux communautés et aux organisations jusqu'à 50 000 dollars pour améliorer leur capacité en réponse aux urgences, pour acheter des équipements critiques, pour faire des formations. Nous préparons, nous planifions, nous coopérons avec un large réseau de partenaires communautaires, les Premières Nations, municipalités, pour garantir la sécurité des Ontariens. Jusqu'à maintenant, 346 communautés ont reçu un total de 60 millions de dollars de financement pour ces programmes. Madame la Présidente, lorsqu'il s'agit de gestion des urgences, nous faisons tout notre possible pour que l'Ontario soit prêt pour n'importe quel défi. Merci, député d'Essex. Merci à la ministre pour la réponse. La gestion des urgences, ça nécessite un investissement fort à travers la province et dans toutes les communautés. Il y a différents risques dans différentes communautés, dans différentes régions. Ils comptent sur notre gouvernement pour leur garantir les outils de formation nécessaires pour être prêts avant qu'il y ait une urgence. Est-ce que la ministre voudra expliquer davantage comment les bourses de préparation communautaire pour la préparation d'urgence s'intègrent dans le plan général pour renforcer la gestion des urgences à travers l'Ontario? Ministre, pour réponse. Merci aux députés pour me donner la possibilité de rappeler ce que nous faisons constamment pour améliorer la réponse aux urgences à travers l'Ontario. La bourse de préparation aux urgences, ça fait partie de nos 110 millions de dollars d'investissement pour renforcer la préparation pour les urgences en Ontario. Depuis un mois, j'ai pu visiter des communautés à travers l'Ontario, de Thunder Bay à Timmins, dans le nord, Leamington, Lakeshore et le sud, et puis Cornwall, Lac Rideau, Napanee et autres dans l'Est. Grâce à cette subvention, nous permettons aux communautés d'investir dans des blocs électrogènes, des tronçonneuses, préparer des routes, offrir des formations pour pouvoir répondre aux urgences. Ça, c'est l'Ontario uni dans ses objectifs et là pour se protéger et s'aider. Il n'y a plus à faire. La séance est levée jusqu'à 15 heures.